aujourd'hui d'accueillir Christine Pedneau, une leader reconnue en transformation numérique et en gestion du changement. Après plus de 20 ans d'expérience dans des grandes entreprises comme Bombardier, Pratt Whitney et Amazon, Christine a fondé Triba Intelligence Collective dans le but d'accompagner les entreprises québécoises dans l'intégration stratégique de l'intelligence artificielle et du numérique. On l'aime beaucoup, Christine, parce qu'elle a une approche humaine et pragmatique et elle aide les entreprises à structurer leur transformation pour en faire un véritable levier de croissance. Donc, on va parler aujourd'hui de gestion du changement et d'intelligence artificielle et les deux ensemble parce que ça demande quand même beaucoup de gestion du changement et l'intelligence artificielle. Et Christine va nous partager des conseils concrets pour naviguer dans ce virage-là qui n'est pas toujours facile dans les entreprises, mais si c'est bien fait, ça donne ô que combien un résultat extrêmement pertinent pour faire avancer l'organisation et la propulser au prochain niveau. C'est un sujet qu'on voulait vraiment parler avec Christine aujourd'hui parce que dans le cadre, autant chez OpenMind que chez Code and Steel, on livre des projets d'automatisation numérique et il y a beaucoup d'intelligence artificielle maintenant dans les projets qu'on livre. Et on est toujours sur une logique oh que c'est important de mettre l'humain de l'avant et il est trop souvent oublié. Et qui dit humain dit réticence au changement et friction avec le changement. Et dès qu'on parle d'intelligence artificielle et d'automatisation numérique, c'est du changement. Donc, c'est souvent problématique dans les entreprises qu'on accompagne. Donc, de collaborer avec une très bonne partenaire comme Christine pour fluidiser le processus de gestion du changement, pour nous, c'est vraiment un 5 étoiles. Donc, merci Christine d'être avec nous aujourd'hui. Je commence avec une question directe aujourd'hui sur le podcast. Christine, c'est quoi ta définition de la gestion du changement et pourquoi c'est si important d'y mettre un accent pour dérisquer ces projets technologiques? Merci beaucoup, Jonathan, pour l'invitation au podcast. Je suis super contente d'être là avec toi. Et puis, justement, je pense que c'est un bel endroit où commencer la gestion de changement. Ça veut dire quoi? Parce que souvent, quand je parle de gestion de changement avec des entreprises, on me dit, oui, on en fait de la gestion de changement, on a un plan de communication ou bien encore on a un plan de formation. Donc, oui, c'est bien d'avoir ces plans-là en place, mais la gestion de changement, c'est beaucoup plus que ça. La gestion de changement, il y a plusieurs étapes, puis contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très structuré. Une gestion de changement, ça peut très bien se faire de la même façon qu'une gestion de projet, avec différentes étapes, avec des KPI qu'on mesure à chaque étape. Donc, ça veut dire quoi, en gros, la gestion de changement? C'est vraiment une approche structurée qui vise à aider les individus, les équipes et les organisations à adopter des nouveaux comportements, des nouveaux processus et des nouvelles technologies. Et le bout que j'aime, Christine, quand tu parles de ça, puis je trouve ça rafraîchissant versus ce qu'on entend dans le marché, c'est que il y a un aspect KPI, il y a un aspect rentabilité, il y a un aspect de dérisquer le projet. C'est pas seulement de pelleter des nuages puis de dire aux humains qu'il va y avoir du changement puis leur communiquer il va y avoir du changement. Il y a quelque chose de beaucoup plus concret que tu apportes à la table qui fait, je pense, vraiment la différence et qui parle également aux exécutifs dans les organisations puis font OK, à ta minute, c'est pas juste du blabla, il y a quelque chose qu'on est capable d'amener qui va avoir vraiment un retour sur investissement pour l'organisation qui est mesurable, qui se limite pas juste à dire il y a du changement qui s'en vient puis ça finit là. Ben, tu sais, exactement. Puis je pense que c'est peut-être une déformation d'avoir été si longtemps dans des milieux très techniques comme l'aéronautique. Moi, j'ai besoin d'un business case. Il faut que ce soit rationnel. Comme je dis tout le temps en blague, si ça rentre pas dans un fichier Excel, ça m'intéresse pas. Euh, c'est un peu la blague qu'on avait chez Pratt dans le sens où je pense que comme n'importe quelle initiative qui requiert des investissements, donc autant au niveau du temps de vos gens qui s'impliquent dans la gestion de changement, mais aussi en termes de dollars. Des fois, justement, quand on va aller se faire accompagner par un professionnel, ça prend un business case pour le faire. C'est là où je pense qu'on n'en parle pas assez. Il y a définitivement un business case très clair puis des gains financiers à faire une gestion de changement qui est structurée, qui est exhaustive. Et ça, il y en a plein des recherches qui le démontrent. Donc, on pense par exemple à Proci, qui est un organisme reconnu en gestion de changement, qui à travers les 25 dernières années, ils ont démontré que les entreprises qui appliquent justement une méthodologie structurée de gestion de changement ont jusqu'à 7 fois plus de résultats que ceux qui le font pas.
Et là, maintenant, est-ce que ça s'applique à l'intelligence artificielle? Donc, c'était la question aussi que je me posais. Ben justement, récemment, Gartner a fait une étude auprès d'entreprises qui ont fait des projets d'intelligence artificielle et les entreprises qui ont vraiment fait une gestion de changement structurée ont connu des résultats extraordinaires. Donc, on parle d'une croissance des revenus de 27 supérieure, une optimisation des coûts de 22 supérieure, plus une réduction des risques, une expérience client améliorée, de l'amélioration de la productivité des employés. Donc, clairement, les chiffres sont là et démontrent qu'il y a clairement un avantage autant financier que organisationnel à faire la gestion du changement. Donc, la prochaine question, ça va être, OK, maintenant qu'on comprend que c'est important, on fait quoi avec ça? Et je ferais peut-être juste une petite parenthèse avant. J'aime toujours ramener des exemples, faire des analogies par rapport au domaine de la construction, au domaine de l'automobile. Je lancerai une hypothèse ici par rapport au domaine de l'automobile, une analogie, puis tu me corrigeras, Christine, si jamais c'est bon ou pas. En tant que partenaire technologique de notre côté, on est l'entreprise qui peut créer un très, très beau bolide, une belle Formule 1 pour que l'humain puisse s'asseoir dedans puis avancer. Si on ne fait pas de gestion du changement, on a beau nous livrer un beau bolide, une bonne Formule 1, mais si l'humain est stressé de s'asseoir dedans puis de se dire ça va être quoi demain son quotidien. Et quand elle le prend en main, si on ne l'a pas bien accompagné à comment réussir à tirer plein potentiel de cette Formule 1-là, on a beau livrer la meilleure Formule 1 au monde en tant que partenaire technologique, mais le résultat ne sera pas là. Et peut-être que l'humain ne voudra même pas s'asseoir dans la Formule 1 parce qu'il va avoir trop peur. Et là, on perd des humains. Donc, cet aspect-là, je pense, en tant que dirigeant d'entreprise, il ne faut pas la négliger. On peut fournir des bons outils à notre staff, à nos employés. Maintenant, si on ne les accompagne pas vers cette transition-là ou vers cette fluidité-là d'utiliser ces outils-là, ou du moins si c'est les approprier de manière positive et surtout d'être capable de le mesurer, le résultat que ça donne au final, on n'aura pas de résultat en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, puis on ne se rendra pas à destination. On ne la gagnera pas, ce fameux championnat de Formule 1, là. Absolument, Jonathan. Tu sais, puis c'est vraiment une belle image que tu donnes. C'est exactement ça. On peut donner les outils ou on peut donner le bolide qu'on veut à nos employés. Encore faut-il qu'ils soient formés pour bien l'utiliser ou bien le conduire de la bonne façon. Fait que je pense que c'est vraiment une belle image à faire. Puis en même temps aussi, quand on parle d'IA, on a un défi supplémentaire souvent où dès le départ, on a peur. Donc, en partant, on a un peu peur, on n'est pas trop sûr, on regarde ça, on se demande, OK, mais là, est-ce que je vais perdre mon emploi? Parce que, évidemment, on entend beaucoup dans les nouvelles des fois des nouvelles un peu plus négatives qui disent, bon, on estime, par exemple, au Québec, qu'il va y avoir tant de pertes d'emplois liées à l'automatisation, par exemple. Donc, ça vient vraiment avec une certaine inquiétude, puis un certain inconfort. Donc, avant même qu'on ait commencé à parler de notre projet, il y a déjà un inconfort qui existe. Donc, c'est encore plus flagrant quand on parle d'IA. Et j'aimerais ça rebondir là-dessus. Il y a l'aspect que l'humain ne veut pas perdre son emploi, son gagne-pain, ce qui fait avancer sa vie personnelle au final. Et il y a toujours cet aspect-là où de se dire est-ce que l'intelligence artificielle va venir remplacer ce que je fais et je vais devenir inutile au final. Moi, je dis souvent aux gens, si vous ne vous appropriez pas le plus rapidement possible les outils d'intelligence artificielle pour devenir plus efficace dans votre travail, et il y a des gens dans votre organisation qui vont le faire à votre place et là, vous allez devenir désuet. Donc, c'est pas l'utilisation de l'intelligence artificielle qui fait que vous allez devenir désuet, c'est si vous ne l'utilisez pas et que vous ne décuplez pas vos pouvoirs en tant qu'humain, là, ça va créer un risque, je pense, au final. Oui, tu sais, je suis d'accord avec toi, Jonathan. Je pense que c'est important de s'y intéresser. Puis je pense que c'est important aussi que les entreprises s'y intéressent, qu'elles en veuillent ou pas. Même si vous jugez que vous n'en voulez pas dans votre entreprise, il faut quand même comprendre est-ce que vos concurrents vont l'utiliser? Si oui, comment est-ce que ça va changer justement la compétition dans votre marché? Est-ce que justement ça va avoir un impact sur votre industrie? Donc, que vous la vouliez ou non, l'IA, elle est là. Donc, il faut s'y intéresser, il faut l'apprivoiser, puis il faut comprendre quel impact ça peut avoir sur votre stratégie future. Puis en tant qu'individu, ben c'est la même chose, tu l'as très bien dit. Ben les gens qui vont être capables d'en tirer profit rapidement, ben ça va souvent être ceux-là qui vont avoir un avantage compétitif sur le marché du travail. Mais moi, je n'y crois pas à ce que l'IA va remplacer les gens et va éliminer des emplois. Je
Je pense que ça équivaut un peu aux révolutions qu'on a eues précédemment, comme la révolution industrielle, qu'on se disait, ben maintenant tout s'automatise dans les usines, tout le monde va perdre leurs emplois. Je pense que le marché du travail va évoluer. Puis en fait, ce qui va nous sauver comme humains, c'est justement, étrangement, c'est notre réticence au changement. Tu quand on y pense aujourd'hui, il y a encore des fax dans les hôpitaux. C'est pas parce qu'Internet n'existe pas depuis des dizaines d'années. C'est juste parce que nous, on n'est pas encore prêts à nécessairement adopter les technologies à la même vitesse à laquelle elles évoluent. Donc, je pense que ça va nous laisser le temps justement de se les approprier avant qu'elles soient vraiment là. Donc, on n'est pas prêt d'avoir des robots chez nous demain matin, je pense. Et c'est là que tu deviens un peu une facilitatrice à s'approprier ces outils-là en tant qu'organisation, en tant qu'équipe de direction, en tant que joueur individuel dans les équipes. J'aimerais ça, Christine, qu'on revienne peut-être un petit peu plus en profondeur sur les 5 items de comment tu définis la gestion du changement. J'aimerais ça que tu puisses peut-être les descendre un petit peu puis expliquer quelle est ton approche à ce moment-là pour chacun de ces 5 piliers-là. Ben absolument, Jonathan. Fait que, comme on disait un peu plus tôt, souvent la gestion de changement, les gens la définissent par des plans de communication, des plans de formation. Oui, mais il y a autre chose. Surtout quand on parle d'intelligence artificielle, je pense qu'une des étapes les plus importantes, c'est vraiment au niveau des processus. Donc, ça va changer notre façon de faire, notre façon de travailler. Donc, il faut revoir nos processus, puis il faut les revoir pas seulement en termes d'optimisation et d'automatisation, dont on parle souvent, mais il y a autre chose qu'on oublie parfois, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant qu'on a l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, un processus de service à la clientèle, vous pouvez l'optimiser et l'automatiser, c'est bien. Mais maintenant que vous avez l'IA, peut-être que vous pouvez ajouter de la personnalisation, des courriels de suivi supplémentaires. Donc, il faut vraiment revoir vos processus en fonction de ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est la structure et les rôles. Si vous automatisez une partie du travail de vos gens, quel sera leur rôle futur? Est-ce que votre structure organisationnelle fait encore du sens? Si vous ajoutez des automatisations, qui est responsable de ces travailleurs virtuels? Est-ce qu'ils se rapportent à vos TI ou ils se rapportent dans l'organisation? C'est toutes des questions à se poser qui sont super importantes quand on parle d'IA. La formation, on l'a déjà touché. La communication aussi. Mais à la fin, il y a aussi des KPI. Il y a des mesures aussi à prendre quand on fait de la gestion de changement. Est-ce que vous sondez vos employés après des communications pour voir si votre message a bien passé? C'est quoi votre mécanisme de feedback? Donc, la communication, c'est deux sens. Oui, nous, on envoie un message, mais comment recueillez-vous le feedback de vos employés? Un sondage aux employés une fois par 2 ans, souvent, c'est pas suffisant, surtout en période de transformation. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on doit inclure dans la stratégie de gestion de changement puis mettre en place. Et je trouve ça intéressant parce que je reviens à ce qu'on disait au départ. Quand on parle ou on pense gestion du changement par défaut, c'est plan de communication, un peu de formation, ça s'arrête là. Mais tellement pertinent de définir et revoir les processus et de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter comme valeur après ça, parce que l'humain va avoir un peu de temps libéré si on rajoute de l'intelligence artificielle. Donc, on peut créer de la valeur supplémentaire pour nos clients. Et ensuite, les deux derniers, de revoir la structure, les rôles des gens pour être certain qu'on met toujours les bonnes personnes aux bonnes places et qu'on utilise au maximum leur talent. Et les fameux KPI pour s'assurer que ça fait du sens, qu'on avance, qu'il y a eu du positif, qu'il y a de la rentabilité au final. Je rebondis sur une question, Christine, parce que tu en as vu plus qu'un cas de gestion du changement. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas des fois la gestion du changement ou c'est quoi les causes d'échec que tu vois au niveau de transformation numérique puis d'intégration de l'intelligence artificielle? Premièrement, c'est malheureux, mais les statistiques n'ont pas beaucoup évolué au courant des dernières années. Donc, malgré toutes les nouvelles approches qui sont sorties en gestion de changement, peu importe la source qu'on regarde, le taux d'échec des transformations, ça se trouve encore autour de 70%. Quand on parle d'IA, des fois, il y en a même qui vont aller jusqu'à 80% de taux d'échec de transformation. Quand on creuse un peu plus, la raison pour ces échecs-là, en grande majorité, c'est des facteurs humains. Donc, ça va être la résistance au changement de la part des employés, de la part des gestionnaires. Dans certains cas aussi, ça va être un manque d'alignement de la direction. Donc, les gens ne sont pas alignés sur où ils s'en vont dans leur projet technologique. Et quand on parle d'IA, c'est encore plus vrai parce que c'est pas tout le monde qui comprend bien c'est quoi l'intelligence artificielle et ce que ça implique.
Donc, c'est là où ça peut devenir encore plus compliqué au niveau de l'alignement stratégique de l'entreprise. Autre question pour toi, Christine. Qu'est-ce qui fait que ça peut être intéressant de faire affaire avec une personne de l'externe pour tout l'aspect gestion du changement? Parce qu'on entend souvent les gens, nous, on arrive dans un dossier, les gens, on ouvre la porte de comment faites-vous la gestion du changement de votre côté, monsieur le client? Et la réponse est, ah, on s'en occupe, c'est fait, inquiétez-vous pas. Là, c'est souvent un petit morceau de plan de communication qui tient sur une napkin, puis un plan de formation qui est inexistant. Et ça finit là, mais Christine, je pense que tu as une vue sur l'impact que ça peut avoir d'avoir quelqu'un de l'externe qui vient. Parle-nous un petit peu de ça, puis pourquoi c'est intéressant des fois versus de le faire à l'interne. C'est intéressant pour plusieurs raisons, Jonathan, parce que même si à l'interne, on a une équipe qui est extraordinaire en gestion de changement, qui est formée et tout ça, à la fin, il reste que l'équipe, elle est dans le projet. Elle a les deux mains dedans, elle en fait partie. Donc, des fois, il manque un peu cette vision externe-là. L'autre chose aussi, c'est que quand un consultant arrive de l'externe, il va voir les différentes dynamiques d'équipe et lui n'est pas impliqué dans la politique interne dans l'entreprise. Donc, s'il y a des conflits entre des départements ou autre chose, le consultant, lui, c'est une partie neutre. Donc, il va pouvoir voir ces dynamiques-là parce qu'on sait tous, tout le monde s'entend bien en entreprise, c'est une famille, ça va bien. Mais des fois, hein, des fois, ça a un conflit. Fait que, tu sais, des fois, ça arrive. Donc, le consultant externe, il va être capable de voir un peu les conflits potentiels, puis il va être capable de les diagnostiquer dès le départ, puis de mettre un plan d'action en place. Pourquoi c'est important? Parce que vivre une transformation, c'est vivre un gros stress comme équipe. Souvent, ça va demander du temps supplémentaire, ça va vous demander de travailler en équipe avec des gens qui ne sont pas dans votre département, qui pensent peut-être différemment. Des fois même, les objectifs de la transformation peuvent être en conflit avec vos objectifs personnels de vos KPI de votre département. Ça vient bouleverser beaucoup de choses. Donc, ce que ça fait, ben, ça vient monter beaucoup le niveau de stress. J'aime ça comparer un peu à, c'est comme quand le COVID est arrivé, quand tout le monde s'est ramassé sous le même toit enfermé, là. Après 2 semaines, les petits conflits qui passaient puis que ça allait, après 2 semaines, des fois, ça commençait à monter un petit peu la tension, là, quand tu es enfermé tout le monde ensemble un peu trop longtemps. C'est un peu la même chose, tu sais, quand on vit une transformation. Donc, c'est là où la personne externe va voir ça, va être capable de l'anticiper, d'être capable de le gérer d'avance. Fait que ça, c'est une chose qui est positive. L'autre chose aussi, on en parlait plus tôt, ça demande de la rigueur de la gestion de changement. Quand on est pris dans le quotidien, qu'on a un projet par-dessus notre travail, des fois, on a de la difficulté à avoir justement cette rigueur-là, ce suivi-là, de s'assurer qu'on respecte les échéanciers, les étapes, qu'on mesure l'efficacité de nos communications, qu'on va chercher le feedback. Donc, la personne de l'externe va vous aider à piloter votre projet. Donc, si on continue dans le thème automobile, donc, ça peut vraiment être quelqu'un qui peut vous aider à piloter votre projet puis vous assurer justement que vous respectez les échéanciers que vous vous étiez fixés. Puis je rebondirais peut-être sur un point supplémentaire que nous, on observe de collaborer avec toi, Christine, sur des dossiers. Pour faire une bonne gestion du changement dans les cadres de projets d'importance, il faut un certain profil psychométrique de la personne qui va driver la gestion du changement. Donc, il faut être capable de dire les vraies choses, il faut être capable de soulever les bonnes questions au bon moment, de ne pas avoir peur de les soulever, de ne pas avoir peur de peut-être froisser certaines personnes, mais il faut l'amener de manière un peu plus politique pour ne pas les froisser, mais faire avancer les choses dans le but de faire réussir le projet au bout de la ligne. Donc, il y a l'aspect de la personne qui fait de votre gestion du changement d'avoir le bon profil psychométrique pour être capable d'avancer de manière efficace là-dessus, ce qui est difficile d'avoir, mais couplé avec de l'expérience de plusieurs entreprises, plusieurs styles de projets, plusieurs types de projets. Donc, dans le cadre, par exemple, de Christine, elle a cette capacité-là, autant profil psychométrique que de l'expérience, que de la capacité à jaser autant avec les exécutifs de l'organisation que les gens qui sont vraiment aux opérations directement au day-to-day. Donc, de faire affaire avec une personne qui a ce bagage-là, et cette expertise-là et cette capacité-là, je pense, fait toute la différence. Et c'est très difficile de réunir l'ensemble de ces composantes-là à succès à l'intérieur d'une organisation avec une personne qui a en plus un quotidien à faire avancer. Honnêtement, c'est une formule souvent qui va tourner au désastre d'essayer de le faire à l'interne, à moins que vous ayez des personnes dédiées à 100% pour ça et qui ont vraiment un bon bagage, une bonne expertise au bout de la ligne. L'autre chose qui est le fun, et je le mentionne avec Christine,
On collabore sur des projets. Notre but autant chez Triba que chez nous, chez OpenMind et Code and Steel, c'est que le client soit à succès. Et le partenariat qu'on a ensemble est un partenariat de si jamais on voit qu'un ou l'autre fait un faux mouvement, un faux pas ou qu'il y a une problématique, ben on va se dire les vraies choses ensemble et on n'est pas là pour se couvrir l'un l'autre. Donc, pour nous, de collaborer avec une Christine sur un projet avec un client, c'est une police d'assurance supplémentaire qui est quelqu'un qui va lever un flag si moindrement il y a quelque chose qui dérape, peu importe d'où ce que ça peut déraper, toujours dans le but d'amener le projet pour les clients dans une zone de valeur ajoutée et de résultats pour les clients. Fait que pour nous, c'est vraiment une plus-value de le faire avec une collaboratrice externe, entre autres, comme qu'est-ce que Christine peut apporter à la table. Je pense que vous voulez rebondir sur quelque chose, Christine, là? Ouais, mais merci, Jonathan. Puis je pense aussi que c'est super important de vous assurer que vous avez les mêmes objectifs, que votre consultant aussi. L'objectif, moi, dans mon cas, dans un projet technologique, mon objectif premier, c'est de dérisquer le projet. Donc, on investit beaucoup de temps, d'énergie, on doit dérisquer le projet. On doit s'assurer qu'on respecte les échéanciers, mais aussi on doit s'assurer qu'on passe l'information à l'équipe de gestion de projet pour qu'ils puissent monter en compétences et que ce soit permanent. Ce que je veux dire par là, c'est de transférer, que ce soit des outils, que ce soit par le biais d'ateliers, de formation, mais de transférer toutes les connaissances et les outils nécessaires pour que vraiment l'entreprise puisse livrer son projet elle-même. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, moi, à la fin, quand je quitte, je veux que l'équipe de gestion ait monté en compétences, ait les bons outils pour faire leur gestion de changement pour leur projet futur et que l'organisation, d'une manière globale, soit plus prête à absorber les changements qui s'en viennent et sache comment gérer de manière efficace. C'est vraiment ça l'objectif. Puis toujours de revenir à ça prend un résultat d'affaires en arrière. On investit du temps, on investit de l'énergie dans la gestion de changement. Il faut qu'il y ait des résultats concrets en arrière, puis qu'on puisse le mesurer. J'adore ce que j'entends, Christine. Avant qu'on puisse donner les coordonnées pour te rejoindre, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites rajouter sur le sujet aujourd'hui par rapport à la gestion du changement dans le contexte, entre autres, de l'adoption massive de l'IA? Je pense que je donnerais des petits trucs simples. Donc, assurez-vous d'avoir des mécanismes de recueil du feedback. C'est un des points les plus souvent oubliés, que ce soit formel ou informel. N'oubliez jamais la communication, c'est à deux sens. Fait que ça, je pense que c'est super important. L'autre chose, le manque de compréhension du monde numérique et de l'IA, c'est une des principales causes d'échec des projets d'intelligence artificielle, selon McKinsey et d'autres. Avant de vous embarquer dans un projet, quel qu'il soit, intelligence artificielle ou numérique, prenez le temps de vous renseigner, vous assurer que vous comprenez bien ce dans quoi vous vous embarquez et surtout que vous êtes aligné comme équipe de gestion. Ça, c'est primordial. Super pertinent, Christine. Maintenant, pour ceux qui voudraient te rejoindre, quel est le meilleur moyen? Par LinkedIn, par courriel? Quel est le meilleur moyen pour te rejoindre, Christine? Toutes ces réponses. Je suis très active sur LinkedIn également. Si vous m'envoyez un message sur LinkedIn, je vais vous répondre rapidement. J'ai également un newsletter qui sort à chaque semaine sur l'IA dans le manufacturier avec plusieurs trucs utiles. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez suivre. Également, page web www.gotriba.com, donc www.gotriba.com et aussi par courriel info@gotriba.com. Christine, merci beaucoup de ta générosité aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent rejoindre Christine, on va mettre également toutes les informations et ses coordonnées dans les notes de l'épisode, comme à l'habitude. Donc, merci Christine encore une fois, très apprécié. On aura d'autres épisodes qu'on enregistrera ensemble pour livrer un maximum de valeur aux gens qui nous écoutent. Donc voilà, quelque chose à rajouter avant de terminer aujourd'hui, Christine? Alors, merci beaucoup, Jonathan. Comme toujours, c'est un plaisir de collaborer avec toi puis avec la merveilleuse équipe d'OpenMind. Plaisir partagé, puis merci d'amener de la valeur dans les dossiers où on a la chance de t'intégrer. C'est toujours un plaisir de collaborer avec toi et on recommande fortement tes services pour ceux qui nous écoutent. Donc, pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, je vous dis à bientôt.